Bonjour à vous et bienvenue dans le 186e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du premier tome de Moi, Fadi, le frère volé, première livrée de ce qui est présenté comme la suite de l'Arabe du futur que l'on doit à Riyad Sattouf et aux éditions du futur. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, le deuxième et dernier tome de la série Habemus Bastard, baptisé Un cœur sous une soutane, un diptyque que l'on doit à Jackie Schwartzman pour le scénario, Sylvain Vallée pour le dessin et c'est édité chez Dargaud. Je parlerai ensuite de l'album Alessia que l'on doit à un duo très inspiré, Zidrou pour la partie scénario, David Merveille pour le dessin et c'est édité chez Delcourt dans la collection Mirage. J'aborderai aussi la sortie de l'album Sur le front de Corée, album consacré au journaliste Henri Turenne, scénarisé par Stéphane Marchetti, mis en dessin par Raphaël Ortiz et c'est édité chez Dupuis sous le label Air Libre et dans une collection dédiée aux lauréats du prix Albert Londres. Il sera temps ensuite de vous parler d'un certain Edward Muybridge dans un album baptisé Pour une fraction de seconde que l'on doit à Guy Delisle ainsi qu'aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. Je vous présenterai aussi Monique, le 2e tome sur 3 de la très belle série Les Vents Ovales que l'on doit au scénario conjoint d'Aude Mermillot et Jean-Louis Tripp, au dessin d'Orne et c'est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Enfin, je terminerai par un ouvrage où se mélangent un entretien et les dessins en gros format de Zep dans un titre baptisé Zep, Dessiner le monde, un livre vraiment passionnant édité chez Rue de Sèvres, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Un nouvel album de Riyad Sattouf qui arrive en librairie est toujours en soi un événement, il suffit de voir la tournée médiatique qui a accompagné la sortie du nouveau venu pour s'en convaincre une fois de plus. La notoriété de l'auteur de l'Arabe du futur et des Cahiers d'Esther a même réussi à dépasser le cercle des amateurs de bande dessinée pour devenir un véritable phénomène de société que l'on s'arrache donc dans les médias. Il faut dire qu'avec le temps, le talent de raconteur d'histoire de Riyad Sattouf ne s'est jamais démenti et c'est donc en 6 tomes qu'il avait commencé par nous parler de sa jeunesse qui se déroulait en partie au Moyen-Orient. C'est ainsi que l'Arabe du futur est devenu un véritable best-seller, sorti plus tard dans une belle et grosse intégrale, et que depuis le mois dernier, l'auteur propose de prolonger via le premier tome de sa nouvelle série qui en comptera 3, Moi, Fadi, le frère volé. Alors bien entendu, si vous connaissez l'Arabe du futur, vous savez parfaitement où vous mettez les pieds, car l'enlèvement de Fadi par son père, qui le ramène avec lui en Syrie, est un véritable épisode fil rouge que l'on a suivi avec intérêt dans la série précédente. Pour poser les choses, quand Moi Fadi, le frère volé débute, le jeune Fadi est âgé de 2 ans sur son premier souvenir, il est le petit dernier d'une famille qui compte déjà 2 enfants, Riyad l'aîné et Yahya. La mère élève seule ses 3 enfants en Bretagne, pas très loin de chez ses parents qui habitent Rennes, et elle fait de Fadi son petit chouchou, il faut dire que c'est une place qui revient souvent au dernier né. Le récit ici se base essentiellement sur les souvenirs de Fadi, que Riyad a recueillis entre 2011 et 2012, et ce dernier n'a pas vraiment connu son père avant l'âge de 4 ans, au moment même où il fait une entrée envahissante dans sa vie.
Nous sommes alors à la page 22, et après avoir posé le contexte de l'histoire, le père va prendre une place importante dans la vie de la famille, une place qui s'écrira d'ailleurs très loin de la France, comme le suggère le titre de cette nouvelle série. Quand il arrive au sein de la famille, il n'est clairement pas le bienvenu. Clémentine, prénom de la maman des 3 enfants, ne l'accueille pas à bras ouverts, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec cet accent arabe très prononcé, que Riyad Sattouf avait déjà mis en avant dans l'Arabe du futur, le père a aussi un côté ridicule, en plus d'apparaître antipathique aux yeux des lecteurs, en raison de ce qu'il s'apprête à commettre. C'est que dès la 35e page d'un album qui en compte 144, nous découvrons ce qui deviendra le centre de cette aventure, l'enlèvement de Fadi par un père qui prétexte emmener l'enfant à l'école pour l'entraîner dans un hôtel à proximité de l'aéroport avant de rejoindre la Syrie. Achetant une Game Boy à son fils pour le convaincre de ne pas pleurer, Fadi passe quand même une bonne partie de son temps à verser des larmes, sentant bien qu'il y a quelque chose de bizarre dans cet itinéraire particulier qui l'emmène dans un pays qui lui est inconnu. Entre l'arrivée houleuse en Syrie, car le père n'a pas effectué son service militaire, et un accueil plutôt froid de la part de sa famille qu'il rejoint au pays, on ne peut pas dire que tout sera de tout repos pour ce père qui découvre aussi la réalité d'avoir un enfant dans son quotidien. Comme pour l'Arabe du futur, l'humour est présent dans cette nouvelle série, il émane souvent du décalage qui existe entre les situations vécues et la façon avec laquelle Riyad Sattouf nous les raconte, bien qu'ici le centre de l'intrigue s'avère plutôt dramatique pour Fadi. Côté dessin, on retrouve aussi ce qui fait la force de l'auteur, ce graphisme simple mais travaillé, ce dessin qui ne manque pas de caractère et cette mise en couleur qui fait aussi la patte des histoires que raconte Sattouf. Ici, c'est le jaune qui est dominant, une couleur souvent rehaussée par une palette d'autres teintes, comme du bleu, du vert ou du rouge, couleurs qui sont de véritables codes et qui ne manquent pas de signification au sein du récit. C'est la maison d'édition créée par Riyad Sattouf qui publie cette nouvelle saga, Les Livres du Futur, une maison d'édition qui finit de donner à l'auteur d'origine syrienne les pleins pouvoirs sur la production de son œuvre, dont on peut penser qu'elle n'a pas fini de creuser le sillon des souvenirs de famille. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Après une première partie que j'avais adoré découvrir et présenter, il est temps de retourner du côté de Lons-le-Saunier pour découvrir la suite et fin de la courte série Très enlevé Habemus Bastard. La patience pour découvrir ce second tome n'aura d'ailleurs pas été très longue, puisque le premier tome était paru début mai, mais cette première livrée nous avait laissé avec des interrogations et une question, qu'allait-il arriver au père Philippe ? Le moins que l'on puisse dire est que ce dernier n'a pas un comportement très catholique au quotidien, pourtant il arrive avec un certain brio à intéresser les ouailles de sa petite paroisse à chaque office. Alors c'est peut-être son visage anguleux, un certain sourire enjôleur, ou cette capacité qu'il a à parler cash à ses fidèles, toujours est-il que l'église du père Philippe ne désemplit pas d'une semaine à l'autre. Dans ce second tome, baptisé Un cœur sous une soutane, on découvre un père Philippe qui a de vrais principes moraux et une certaine forme de générosité, même s'il ne faut pas toujours être regardant sur la provenance de l'argent qu'il redistribue. Après, n'oublions pas que cette série ne met pas en scène des enfants de cœur, à l'image des 2 gangs rivaux qui vont finir par se retrouver au sein de la maison de Dieu, dans une scène où le bruit des balles a remplacé celui du marteau-piqueur. Bien entendu, ce nouveau venu finit de livrer les secrets qui n'avaient pas été éventés dans le premier tome, c'est ainsi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le père Philippe et la raison de sa présence ici. Toutefois, bien qu'il n'ait pas endossé la soutane par vocation, force est de constater que cet habit lui sied à merveille, lui qui finit par se prendre au jeu et endosse avec talent le rôle du curé de campagne à la sauce modernisée. Mais bon, comme un voyou reste toujours un voyou, il utilise aussi dans ce second tome des méthodes peu orthodoxes pour garder sa couverture intacte et passer inaperçu dans sa nouvelle vie. Enlevé et palpitant à suivre, le scénario de Jackie Schwartzman, construit en 2 tomes, une aventure intense dont les différents protagonistes ont beaucoup de tempérament.
Dynamique, le dessin de Sylvain Vallée, relevé par les belles couleurs d'Elvire de Cock, donne beaucoup de caractère à cette bande dessinée, son style si identifiable fait ici des merveilles, en donnant de véritables tronches aux personnages de ce diptyque, qui s'achève donc avec la sortie de ce second opus. Ce sont les éditions d'Argo qui publient cette histoire qui est dès lors terminée. Le second tome d'Abemus Bastard est disponible en librairie depuis le 4 octobre dernier et vous aurez certainement compris que ce fut un gros coup de cœur en ce qui me concerne. Pour le coup de cœur suivant, c'est en Italie que je vous entraîne, dans les pas d'un artiste de renom dont la réputation n'est plus à faire, un certain Richard Gordon Cactus, que l'on retrouve au centre d'un album qui s'appelle Alessia. La spécificité de ce personnage se devine dès la couverture de la bande dessinée, se détache sur un fond rosé où se laisse deviner le Vésuve en arrière-plan, la silhouette d'un homme d'âge mûr dont le nez qui remonte vers le haut nous fait voir le visage en forme de cactus d'un personnage du coup très original. D'ailleurs, cette particularité physique, personne ne s'en interroge, certainement pas la belle Alessia Marchesa, qu'il est venu visiter, histoire de s'éloigner un peu de la vie parisienne, où se prépare une exposition à la galerie Durieux, rendant hommage à son travail. La belle napolitaine vit dans une somptueuse villa sur l'île de Capri, offrant à Cactus des promenades au sein de splendides panoramas, que déploie ici le dessin de David Merveille, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est donc dans l'intimité de ce couple, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, que le lecteur est entraîné, ce couple qui se retrouve alors que les signes de la vieillesse commencent à envahir les corps, mais pas encore cette longue amitié dont on devine qu'elle a flirté avec autre chose. Car voilà bien les sujets qu'aborde cet album original, que scénarise une fois de plus le prolifique et toujours inspiré Zidrou, le temps qui passe, la recherche du bonheur ou de la plénitude, et les liens qui nous unissent aux autres. C'est donc tout en douceur que l'on entre et se promène dans l'ouvrage, dans un voyage où l'on apprend à découvrir ces personnages qui aiment à citer le poète imaginaire Stéré et deviser sur le temps qui passe et qui abîme les corps. Album entrecoupé par 3 interludes qui permettent de découvrir le jeune Dino, qui fait souffler un vent de jeunesse et de fraîcheur, il se découpe en plusieurs chapitres qui mettent essentiellement en scène le duo Cactus et Alessia. Original, l'album est d'une beauté graphique, comme seul David Merveille sait les faire, lui qui magnifie les décors et offre des perspectives flatteuses aux yeux des lecteurs, finissant de nous faire plonger dans un titre très agréable à suivre. Ce sont les éditions Delcourt, dans la collection Mirage, qui publient cet album, sorti le 9 octobre dernier, une bande dessinée douce et piquante que j'ai pris grand plaisir à découvrir. C'est une brillante idée qu'ont eue les éditions Dupuis en créant une nouvelle collection au sein du label Air Libre, que l'album Sur le front de Corée inaugure, une collection qui se propose de faire revivre quelques-uns des plus fameux ouvrages ou articles qui ont été récompensés par le prix Albert Londres. Ici, c'est au journaliste Henri de Turenne que rend hommage cet album inaugural, qui sera déjà suivi par 4 autres titres qui sont déjà en préparation et qui sortiront au rythme d'1 ou 2 maximum par an. Sur le front de Corée nous plonge, comme son titre le suggère, durant la guerre de Corée qui débute en 1950, faisant d'elle le premier conflit d'ampleur de la guerre froide qui fait s'opposer le bloc soviétique au bloc américain. Récit à la première personne, nous emboîtons donc les pas d'Henri de Turenne, jeune journaliste sur le point de se marier, mais que l'AFP, l'agence France Presse, va envoyer en Asie pour couvrir un conflit dont on ne sait pas encore qu'il va durer 3 ans. Si une bonne partie des journalistes vont rester au Japon, du côté de Tokyo, Henri de Turenne va faire partie de ces rares personnes qui vont aller jusqu'en Corée du Sud, qui en ce début de conflit est en train de se faire écraser par l'armée du Nord menée par Kim Il-sung. En étant au plus proche de notre héros, non seulement nous assistons à l'horreur des combats aux premières loges, comme cette scène d'exécution massive que de Turenne refusera de raconter dans ses articles, mais en plus nous sommes plongés dans les coulisses de la vie d'un grand reporter. On se rend compte du danger qui guette à chaque instant, preuve en est, certains de ses plus proches camarades tomberont sous les balles, comme son ami journaliste Jean-Marie de Prémonville.
D'ailleurs, l'album est complété en toute fin par un petit dossier qui permet de découvrir des photos d'archives et de faire le lien entre cet album que scénarise Stéphane Marchetti et la véritable vie d'Henri de Turenne dont on reconnaît les traits. C'est que côté dessin, l'artiste argentin Rafael Ortiz, qui nous vient du comics américain, donne beaucoup de caractère à cet ouvrage avec une petite patine rétro dans les couleurs qui sied à merveille à cette histoire. Son trait nerveux et charbonneux est tout aussi capable de mettre en avant les décors de Corée de cette époque et les scènes de bataille qui s'y sont déroulées que montrer les corps blessés et les hommes perdus au milieu de ce conflit qui les dépasse. Sorti le 18 octobre dernier en librairie, ce premier album d'une collection prometteuse dont on a hâte de voir la suite est en soi une très belle réussite, un album passionnant que je vous recommande chaudement. C'est un personnage qui, à la vérité, je ne connaissais pas du tout, qui se dévoile dans la nouvelle bande dessinée du très talentueux auteur québécois Guy Delisle, dont je vais vous parler maintenant, un certain Édouard Muybridge. Après nous avoir fait voyager en sa compagnie, Guy Delisle s'intéresse à un destin pour le moins singulier d'un homme qui aurait pu finir ses jours en prison ou au bout d'une corde et qui va révolutionner la photographie. Né en Angleterre et parti conquérir le territoire américain au milieu du 19e siècle, rien ne prédestinait Muybridge à entrer dans l'histoire, même si celui-ci quittait le port de Londres en promettant à sa mère de devenir un jour quelqu'un. Voilà comment on fait la connaissance dans les premières pages avec ce drôle de type qui porte une barbe très longue, toujours un chapeau vissé sur la tête et en bandoulière, une certaine confiance en lui et dans tout ce qu'il entreprend. Après 5 années où il est libraire à New York, il part pour la côte ouest des États-Unis, où il travaille pour un photographe à une époque où cette discipline s'apprête à vivre des bouleversements et, pour être tout à fait exact, une vraie révolution. Le moins que l'on puisse dire est que Muybridge va y participer et aux premières loges en plus, il se passionne très vite pour cet art qui est en plein essor et sa première grande idée sera de faire sortir la photo des studios pour aller photographier les grands espaces. Ces superbes clichés remportent un beau succès et en même temps qu'il essaye d'améliorer la technique, il continue de parcourir le territoire quand on ne lui passe pas des commandes pour promouvoir le nouvel état inclus aux États-Unis, l'Alaska. Il aurait pu mourir dans un accident de diligence, il va aussi tuer avec son pistolet celui qui était devenu l'amant de sa femme, mais il va surtout avoir la bonne idée de rencontrer le richissime Leland Stanford avec qui il va se lier d'amitié et développer des prototypes d'appareils photo. Voilà en résumé ce personnage captivant et passionnant à découvrir, lui qui pour le compte de Stanford va développer un appareil de plus en plus rapide pour l'aider à comprendre le mouvement du cheval au galop. C'est avec plaisir que l'on retrouve le dessin si caractéristique de Guy Delisle, cette simplicité du trait associée avec une véritable expressivité qui accompagne ici à merveille le destin d'un homme dont on comprend toute l'importance qu'il a eue au XIXe siècle. On ne s'ennuie pas une minute dans cet album, baptisé pour une fraction de seconde et que publient les éditions Delcourt dans sa collection Shampoing, d'autant que le dessin de Delisle est accompagné durant toute la lecture par les clichés d'époque pris par le fameux Muybridge. Série en 3 parties dont le 2e tome est sorti le 11 octobre dernier en librairie, Les Vents Ovales continuent de nous emmener dans cette France de la fin des années 60, mais depuis le sud-ouest, terre de rugby par excellence. Si vous êtes assidu du podcast, vous vous souvenez peut-être qu'en juin dernier, je vous parlais du premier tome baptisé Yveline, il n'aura donc pas fallu être trop patient avant de tenir entre nos mains cette nouvelle livrée intitulée Monique, du nom de l'autre héroïne de cette aventure. La jeune femme blonde s'affiche fièrement avec le ventre bien rond en couverture, elle dont on apprenait la grossesse à la fin de l'épisode précédent, une grossesse qui lui avait valu de devoir s'éloigner d'une famille conservatrice. C'est qu'en cette fin des années 60, la jeunesse corsetée a envie de liberté, ce qu'Yveline va aller chercher en continuant ses études à Paris, et ce que Monique recherche en vivant son amour avec Eric, jeune enseignant communiste aux antipodes des idées de son beau-père. Voilà la situation telle qu'on la retrouve ici, dans une série qui se découpe en plusieurs chapitres, comme autant de mois qui nous séparent de l'attendu mai 1968, celui qui verra la France évoluer en profondeur,
Une révolution qui commence d'ailleurs à se faire sentir du côté de Castelnau et Laroque-sur-Garonne, les deux villages où se déroule l'histoire. C'est d'ailleurs avec une certaine émulation qu'Yveline raconte à son entourage les frémissements de cette année 68 à sa famille comme à ses amis restés au village, dont Pascal, son fiancé, qui souffre en silence de cet éloignement. Comme sur le premier tome, chaque partie s'ouvre sur un focus sur les actualités du monde et de la France, permettant ainsi de remettre cette période si importante pour notre pays dans un contexte plus général. Car à vrai dire, c'est cela qu'ont réussi à faire le duo Aude Mermiot et Jean-Louis Tripp au scénario, faire se percuter la petite et la grande histoire pour réussir à faire toucher du doigt ce que furent les années 67 et 68 dans cette France dite profonde. Si le scénario est passionnant, il est aussi porté par le très beau graphisme du talentueux Horn. Dans la foulée du premier tome, il propose un dessin généreux et dynamique où le cadrage a toute son importance dans la captation des émotions et l'évolution de la narration. Mis en couleur par Jérôme Maffre, ce dessin participe grandement au plaisir de cette lecture qui fait de la série Les Vents Ovales une des séries qui parlent de notre territoire les plus passionnantes à suivre. Édité chez Dupuis dans sa collection Air Libre, Les Vents Ovales est un témoignage captivant sur cette France qui change, chacun à son rythme en fonction des régions, une France où des lendemains que l'on espère chantants sont symbolisés par Yveline et Monique. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, un ouvrage qui n'est pas à proprement parler une bande dessinée, même s'il parle d'un des auteurs les plus identifiables sur la scène européenne, je veux parler de Zep. Livre d'entretien dans lequel l'auteur d'origine suisse se confie sur son travail, l'album mélange dessin et interview afin de mieux comprendre l'autre versant de cet artiste que l'on connaît surtout pour sa série Titeuf. C'est qu'en parallèle du personnage à la mèche blonde, depuis quelques années déjà, Zep creuse le sillon d'un travail plus complexe et plus en prise avec notre monde contemporain, se déclinant souvent dans des albums uniques. Ici, c'est le journaliste et enseignant Romain Brett, spécialisé aussi dans la bande dessinée, qui invite Zep à se raconter dans un ouvrage au grand format qui s'étend sur 168 pages. Si bien entendu, il est passionnant de lire ce que l'auteur suisse raconte au cours des 3 parties qui se déclinent au sein de ce livre, l'ouvrage vaut aussi pour les superbes dessins qui se montrent au lecteur au fil de la lecture. Comme je le disais, si l'auteur est connu pour sa série Titeuf, ici ce sont ses ouvrages que l'on qualifierait de romans graphiques qui sont interrogés et présentés, d'Happy End en passant par Ce que nous sommes, Une histoire d'homme ou encore Un bruit étranger beau. Album qui interroge l'humain et son rapport au monde, Zep les déploie avec un univers chromatique bien différent et surtout un trait plus réaliste que sur la série pour laquelle le grand public le connaît aujourd'hui. Dans Dessiner le monde, titre de l'ouvrage en question, Zep revient aussi sur son parcours qui l'a amené jusqu'à la bande dessinée, sur ce choix qu'il fait très tôt de vouloir en faire son métier, même si les premières histoires qu'il envoie ne vont pas forcément s'imposer tout de suite. Dans la seconde partie, c'est la métamorphose de son trait qui est mis en avant, cette façon qu'il a eue de ne pas s'enfermer dans quelque chose de répétitif, voyant même dans ses pas de côté l'occasion de régénérer son approche de la série Titeuf. Enfin, c'est sur les corps, souvent au centre de son travail, que ce soit en bande dessinée ou dans les dessins qu'il réalise dans ses carnets au quotidien, que se referme l'album, un entretien accompagné là aussi par les très beaux dessins personnels ou extraits des albums qu'il a déjà publiés. Que l'on soit fan de l'auteur ou juste curieux, cet album est passionnant à lire et à dévorer des yeux, tant s'y déploie un univers captivant auquel la maison Rue de Sèvres rend parfaitement hommage dans ce bel écrin dont le grand format est ici plus que judicieux. Ainsi se termine ce 186e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au premier tome de Moi, Fadi, le frère volé, la nouvelle série du talentueux Riyad Sattouf, publiée aux éditions du Futur. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche.
Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 18 novembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.